À la veille de la présidentielle du 8 avril à Djibouti, l'opposition craint une révolte populaire. Présidentielle au Niger, les résultats du deuxième tour proclamés ce mardi par la CENI donnent le président Issoufou Mahamadou vainqueur avec un peu plus de 92% des voix. Enfin, en Guinée, au moins 5 morts ont été recensés depuis la réapparition du virus d'Ebola dans le pays. Bonjour à tous et bienvenue. Un lieutenant-colonel régulièrement accusé d'être impliqué dans la répression des opposants au président burundais Pierre Nkurunziza a été assassiné par balle ce mardi alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de l'état-major général de l'armée à Bujumbura. Darius Ikurakouré se trouvait à l'état-major de l'armée vers 13 h lorsqu'il a été assassiné par un militaire qui a ensuite pris la fuite, selon des sources. Un haut responsable de l'armée, sous couvert de l'anonymat, a reconnu les faits. Je vous propose de suivre les explications du major Clément Simana, porte-parole adjoint de la Force de la Défense nationale. Ce mardi 22 mars 2016 à 12h30, un officier de la FDN dénommé lieutenant-colonel Darius Ikurakouré a été assassiné par un criminel en tenue de son corps. L'incident s'est produit car le personnel aidant l'administration centrale de l'état-major général et du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants partait pour la pause de midi. Après ce forfait, le criminel a pu s'échapper en utilisant les couverts des environs et a disparu par les bâtiments de la clinique Prince Louis Guagasol. L'élément de la FDN qui a poursuivi le criminel a pu récupérer l'arme qu'il a utilisée et les investigations continuent pour bien identifier le boulot. L'état-major général adresse ses vives condoléances à la famille du disparu et affirme son soutien dans ces moments de dures épreuves. L'état-major général de la FDN condamne avec la dernière énergie son genre d'acte ignoble et recommande à tous les militaires, partout où ils se trouvent, de rester sereins, calmes et unis pour résister à toute forme de manipulation visant à détruire la force de défense nationale. L'USN, entendez Union pour le salut national, la coalition de l'opposition à Djibouti, a mis en garde ce mercredi contre les risques d'une révolte populaire. Et ce, à la veille de l'élection présidentielle du 8 avril, dans laquelle le président Ismaël Omar Guelleh est candidat pour un 4e mandat. Selon un responsable de l'opposition, le gouvernement djiboutien a modifié la constitution pour permettre au président de briguer un 4e mandat officialisé par la force et il est responsable d'une politique systématique de répression à l'encontre des formations politiques, des organisations de la société civile et des citoyens djiboutiens. À Kinshasa, des militants et cadres du mouvement de libération du Congo ont déclaré être déçus par le verdict du procès du chef de leur parti, Jean-Pierre Bemba, devant la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président de la RDC a été déclaré coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils étaient nombreux, des militants et cadres du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, réunis au siège de leur parti politique pour suivre avec beaucoup d'attention le verdict de leur chef Jean-Pierre Bemba Gombo, détenu à la Cour pénale internationale pour les exactions commises par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et mars 2003. À l'annonce du verdict qui survient 14 ans après les faits, 6 ans après les débuts du procès, l'on pouvait que lire la désolation. Ils n'ont pas caché leur déception. Certains militants ont dénoncé la politisation de l'affaire et d'autres pensent qu'il y a défaillance au niveau de la Cour internationale. Nous sommes très déçus de cette continuité de l'injustice internationale. Nous déplorons qu'aujourd'hui, que la CPI puisse affirmer que c'est une institution politique. Une institution politique qui joue le jeu des politiciens. C'est regrettable parce que tout a été dit, sauf le droit. C'est que le droit dit clairement que le doute profite à l'accusé.
On n'a pas vu Boisizé, on n'a pas vu Patassé, ni les chefs d'état-major du Centrafrique allaient témoigner. Alors que Jean-Pierre Bemba était à Kinshasa et sénateur, vice-président de Kinshasa, que la Cour internationale cesse d'être une cour raciale, qui dise vraiment le droit. Et je demande à tous les Africains de désavouer cette cour-là. La République tout entière est dessus de tout ce que la Cour pénale internationale a fait pour la justice de Jean-Pierre Bemba. Cela ne se fait pas dans d'autres pays. C'est moi dans des pays africains que la Cour pénale internationale fait sa justice. Mais nous voyons, nous avons vu maintenant que l'influence politique ou bien l'influence les pays occidentaux joue dans la Cour pénale internationale. Notons que dans les jours à venir, la Chambre de première instance déterminera la peine applicable et se prononcera sur les réparations dues aux victimes. Jean-Pierre Bemba Gombo est candidat malheureux au présidentiel de la République démocratique du Congo en 2006. Au Niger, les résultats du deuxième tour de la présidentielle sont connus et c'est le président Issoufou Mahamadou qui l'emporte avec plus de 92% des voix contre un peu plus de 7% pour Hama Amadou. La communauté internationale appelle à un dialogue inclusif pour préserver la paix. Abdul Karim Mahamadou pour le point. L'épilogue pour le processus électoral au Niger. Les résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle ont été proclamés ce mardi après-midi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Et sans surprise, le président Issoufou Mahamadou se succède à lui-même. Il a recueilli 92,49% des suffrages exprimés valables contre 7,51% pour Hama Amadou, dont la coalition qui le soutient a pourtant appelé au boycott du scrutin. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Le chef de la mission d'observation de l'Organisation internationale de la francophonie a salué le bon déroulement du scrutin, car les Nigériens et la communauté internationale redoutaient des violences. Et moi, je suis vraiment satisfait de voir que les élections se sont déroulées dans le calme. Ce que nous redoutions, c'est que ce processus-là ne débouche sur une fracture sociale, une mésentente. Mais nous avons vu que le peuple nigérien a été un peuple vraiment responsable. Et quels que soient les problèmes qui se sont posés, les difficultés ou les incompréhensions, au total, c'est le peuple nigérien qui gagne. Parce que nous venons de sortir d'une élection à 2 tours qui s'est soldée par la paix. C'est ça qu'il faut voir. Michel Kafando a aussi appelé l'ensemble des acteurs politiques nigériens à privilégier le dialogue pour la résolution de tout conflit. On reste au Niger où le président Issoufou Mahamadou a fait sa toute première déclaration après la proclamation des résultats. Il a appelé à cet effet ses compatriotes au rassemblement pour l'avenir du pays. Il est au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Pendant ce mandat, je consacrerai toute mon énergie à répondre aux aspirations du peuple nigérien. Je m'emploierai à mettre en œuvre l'acte 2 du programme de renaissance, c'est-à-dire à créer les conditions de la renaissance culturelle du Niger, de la sécurité des personnes et des biens, du renforcement de la démocratie, de l'équipement du pays en infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires et urbaines, de sa sécurité alimentaire, de la promotion des secteurs sociaux de base, éducation et santé, de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations et à créer des emplois, notamment pour les jeunes. Pour réaliser cette ambition pour le Niger, pour relever tous ces grands défis, j'ai besoin du soutien de tous les Nigériens. Je voudrais que la victoire du 20 mars ne soit pas celle d'un seul camp, mais celle du pays tout entier. Je voudrais que la victoire du 20 mars
soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Au Sénégal, la population est divisée sur la victoire du oui au référendum de dimanche avec un taux de participation de 40,42%. Le scrutin visait, rappelons-le, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Suivons. Vraiment, il y a une satisfaction parce que le courant du non était tellement engagé qu'il était sur tous les flancs avec une campagne tambour battante. Mais le oui a triomphé, bon à mal, avec 63%. Quand on établit des changements par rapport à une constitution, il faut d'abord que la population s'imprègne de ce changement, enfin comprenne ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je n'ai pas compris ce point. Nouveau droit des citoyens, il parle de quel droit en fait? Ce qui explique ce taux d'abstraction-là, moi je pense que c'est parce qu'il y a un certain nombre de citoyens qui ne vont pas vouloir s'énoncer sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous voyez. Et maintenant, pour le fait que le oui l'emporte, moi je pense qu'un pouvoir ne va pas organiser un référendum pour les perdre. Voilà. Ces 15 réformes-là ne sont pas assez suffisantes pour une constitution digne d'un pays comme le Sénégal. Moi, ça ne me suffit pas vraiment, donc j'ai pas voulu voter. Voilà. Parlons santé à présent. Depuis la réapparition du virus d'Ebola en Guinée, 5 morts ont été recensés. C'est du moins ce qu'a déclaré ce mardi un porte-parole de la coordination nationale de lutte contre Ebola à la suite de 2 décès ces derniers jours. Le Libéria, également déclaré exempt de transmission d'Ebola, a fermé ses frontières avec la Guinée par mesure de précaution en raison du nouvel épisode du virus dans le pays. Le service kényan de la faune a un nouveau patron. Il aurait la charge de gérer les célèbres parcs nationaux du pays. Banquier et pur produit du secteur privé, il est nommé en grande partie pour redresser un organisme qui, selon un récent audit gouvernemental, s'est perdu en chemin. Son nom, Kitili Mbati. La nouvelle de la nomination en février de Kitili Mbati a été bien accueillie par les associations de protection de la faune. Ainsi donc, à 57 ans, il se retrouve à la tête du Kenya Wildlife Service et de ses 6500 employés. Il a entre autres à charge environ 4000 rangers répartis dans les 28 parcs nationaux et 24 réserves du pays. La substance de sa mission, protéger les éléphants, les lions et autres rhinocéros, des braconniers, mais aussi des communautés locales aux abords des parcs qui perçoivent souvent la faune comme une menace pour leurs troupeaux ou leur culture. Le braconnage a augmenté selon les dernières statistiques de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Et il est à son plus haut niveau, jamais atteint en Afrique. Mais il a baissé de façon significative au Kenya. Donc mon objectif numéro 1 est que ce service livre une guerre anti-braconnage. C'est une bonne opportunité pour son Excellence de montrer son leadership en matière de conservation d'espèces, et en particulier d'espèces animales, comme les éléphants et les rhinocéros. Et nous allons souligner cela lors du sommet à venir, lorsque nous inviterons les participants à brûler de l'ivoire. Nous allons brûler la plus grande quantité d'ivoire jamais brûlée, et nous espérons que cela n'arrivera plus par la suite. C'est la solution idéale pour montrer que du point de vue du Kenya, l'ivoire n'a pas de valeur intrinsèque, il n'a de valeur que sur un éléphant, et c'est la même chose pour la corne du rhinocéros. Les défis sont considérables. Un audit gouvernemental en 2014 avait dressé un bilan peu flatteur du service kényan de la faune. Le rapport pointait du doigt les émoluments de 57 directeurs et assistants de direction confortablement installés à Nairobi, tandis que les rangers vivent dans des conditions très précaires sur le terrain, avec à la clé un salaire de misère. Équilibrer un bilan et redresser la gestion, Kitili Mbati sait le faire. L'homme a passé l'ensemble de sa carrière dans la banque et les services financiers. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition.